Bonjour, je m'appelle Jean-Hugues Dahl, je dirige le service d'hémato-oncologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette session de mise au point sur la thérapie génique, principes, applications, perspectives et enjeux de la thérapie génique à partir de cellules souches hématopoïétiques, le docteur Romain Lévy, qui est MCUPH à l'UIH à Necker et qui va donc nous faire un tour d'horizon en une petite trentaine de minutes autour de la thérapie génique à partir de CSH. Et on aura une courte séance de session à l'issue de sa présentation. Merci beaucoup. Ok. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé de vous parler de ce sujet de la thérapie génique. On a 30 minutes. C'est une histoire qui commence il y a 50 ans, donc il va falloir essayer de balayer 50 ans de réflexion, de médecine, d'innovation, de science, tout ça mêlé avec en fait, je trouve, quelque chose d'assez exponentiel dans les dernières années sur toutes ces applications et cette réflexion et les perspectives. Je pense qu'on pourrait faire même 30 minutes sur les perspectives, tellement ça va vite. C'est des choses qui m'intéressent, moi, à titre personnel, depuis un an, et c'est quelque chose qui, effectivement, est aussi lié intrinsèquement à l'histoire du service d'immuno à Necker, et qui, maintenant, évidemment, concerne différents types de pathologies médicales, très transversales. On va se concentrer sur la cellule souche hématopoïétique, parce que d'abord, je ne connais pas grand-chose en dehors de la cellule souche hématopoïétique, mais la thérapie génique, aujourd'hui, c'est aussi l'œil, c'est les maladies métaboliques, c'est aussi le poumon, c'est aussi le cerveau. Donc ça, vraiment, ça dépasse très largement la cellule souche hématopoïétique. On en dira quand même un mot parce que c'est très intéressant. Alors, comment je passe les diapos? J'ai essayé. Ah oui. Donc ça, c'est le plan. Et en fait, en y réfléchissant depuis quelques semaines, il y a peut-être deux choses qui vont structurer la présentation. D'abord, l'importance de l'observation médicale qui aboutit à un principe, à une idée qui est la thérapie génique ex vivo par addition de gènes. Donc ça part d'une observation d'un patient qu'on va reprendre ensemble. On parlera donc des premiers essais à la fin des années 90-2000 qui concernent le déficit immunitaire, la cellule souche hématopoïétique. On fera donc ensuite, on parlera des vecteurs qui permettent donc ces thérapies géniques et de leurs applications ex vivo, in vivo, quelques grandes lignes là-dessus. Et puis des applications, puisqu'on va parler d'exemples d'applications, c'est dans le titre. Et puis d'une deuxième chose, qui n'ont pas ici une observation médicale, mais qui est une découverte biologique fondamentale, qui va également amener à d'autres principes dès cette publication il y a à peine 11 ans, en 2012, au principe de thérapie génique, cette fois par editing du génome. Et puis on conclura sur des perspectives avec ces technologies qui évoluent vite, extrêmement dynamiques. Et donc voilà, deux grandes choses, une observation médicale et la thérapie génique ex vivo, une découverte fondamentale biologique et un nouveau type de médecine qui est celle de l'editing du génome. Le concept de thérapie génique, il a 50 ans, 1972, 51 ans, on est à 10 ans de la découverte de l'ADN. On est donc dans cette publication par Theodore Friedman et Richard Robin, qui sont l'un un endocrino biologiste et l'autre un biologiste. Richard Robin vont évoquer ce principe de correction d'une maladie génétique par addition d'une copie de ce qu'ils appellent good DNA, donc de bon ADN, pour corriger finalement une maladie génétique. 1972, il va falloir attendre plus d'une dizaine d'années, même plus de 15 ans, pour voir finalement le premier essai de thérapie génique stricto sensu chez une petite fille de 4 ans aux États-Unis. Ce n'est pas des cellules souches qui vont être ciblées ici, c'est une petite fille qui avait un déficit immunitaire combiné sévère, un SCID, donc, dont l'espérance de vie sans traitement, sans allogreffe est de moins de 6 mois à 1 an, et qui va être traitée. On est aussi à l'époque de l'innovation sur les rétrovirus, où les cellules et lymphocytes T de cet enfant vont être transformées par des rétrovirus apportant une copie du gène déficient, qui est l'ADA, dans ce cas-là, et qui va permettre à cet enfant de restaurer une partie de son système immunitaire, notamment dans le compartiment des lymphocytes T CD8, mais pas de corriger la maladie. Mais on est déjà sur la première preuve de concept qu'on peut donc prendre des cellules ex vivo, les transformer avec des rétrovirus, apporter une copie de good DNA, de copie du gène, et finalement apporter une forme de restauration immunitaire, non pas clinique sur le long terme pour cette petite fille, mais du moins biologique. On est en 95, et donc c'est plus d'une dizaine d'années après cette première idée en 72 de la thérapie génique. Pour parler de la thérapie génique à partir de cellules souches hématopoïétiques, je suis obligé de faire une diversion parce que sur le déficit immunitaire combiné sévère en 2 diapos, parce que finalement ces deux sets
de ces informations sur déficit immunitaire combiné sévère qu'on va comprendre l'interrogation des médecins face à l'observation d'un enfant dont je vais parler après et qui a donné l'idée de la thérapie génique par correction de cellules souches ex vivo. Le déficit immunitaire combiné sévère sont des maladies que vous connaissez qui sont caractérisées par un déficit quantitatif, qualitatif de lymphocytes T autologues. C'est une maladie extrêmement sévère, rare, qu'on espère pouvoir dépister de manière efficace bientôt à l'échelle nationale. C'est déjà le cas dans d'autres pays, avec plusieurs causes génétiques à cela, mais in fine, un déficit de production de lymphocytes T et une espérance de vie réduite, sans thérapeutique, sans greffe de moelle, de moins d'1 an, avec de lourdes complications. C'est une maladie qui va se manifester par des BCG si on vaccine ces enfants disséminés, par des varicelles profuses. On est sur le déficit cellulaire, de la pneumocystose, des infections à CMV extrêmement graves, et donc une maladie extrêmement sévère, sans aucune espérance de survie au-delà d'1 an. Une fois qu'on sait ça, plusieurs causes génétiques, et je vais en parler d'une ici, qui est le déficit en IL2RG, qui est une des causes génétiques de déficit immunitaire combiné sévère qui concerne des petits garçons. C'est une maladie liée à l'X. Et en fait, ce gène, IL2RG, il va coder pour ce que vous voyez ici en orange, qui est la chaîne gamma C. Je ne sais pas si on a le pointeur. Comment ça marche? Ouais. Non. Si, il a. La chaîne gamma C ici, qui est une protéine membranaire et qui va permettre la réponse à plusieurs types de cytokines très importantes pour la thymopoïèse, donc la production de lymphocytes T et pas uniquement de lymphocytes T. Et donc les petits garçons qui sont déficients dans l'expression de cette protéine vont avoir un blocage très précoce dans la production de lymphocytes T et donc vont se révéler par une absence de lymphocytes NK et notamment de lymphocytes T ici, vont garder une production de lymphocytes B mais inefficace. Et donc c'est une des causes importantes génétiques de déficit immunitaire combiné sévère. Voilà ici toutes les cytokines qui vont signaler par cette chaîne gamma C. Et puis, j'en ai parlé, l'observation médicale et donc l'idée de la thérapie génique ex vivo par correction de cellules souches en apportant du matériel. Elle va notamment naître par cette observation d'un enfant avec un phénotype très particulier. On est en 1996 et c'est un petit garçon qui a 6 ans et qui effectivement va se manifester, qui est malade, qui a 6 ans, qui a de nombreuses infections bactériennes, ORL, respiratoire, mais enfin voilà, qui a 6 ans, qui a survécu jusque-là en tout cas, et qui a en périphérie une lymphopénité, donc il y a des lymphocytes présents, ils sont réduits en nombre, mais il y a une présence de lymphocytes T, il n'y a pas de production d'anticorps efficaces, et on comprend que cet enfant développe des infections bactériennes ORL et respiratoires, et en essayant de comprendre quelle est la cause de cette maladie génétique, eh bien les médecins, collègues, vont remarquer qu'en fait cet enfant a effectivement une mutation dans le gène dont j'ai parlé juste avant, l'IL2RG, et qui donc, en théorie, donne un SCID, un déficit immunitaire combiné sévère, et qui donc n'est pas conciliable avec une vie au-delà de 1 an, et encore moins chez un enfant de 6 ans. Et déjà ça, c'est une observation médicale, et c'est donc une question fondamentale. Comment expliquer cela? Et en travaillant sur ce patient, en essayant de comprendre, et en isolant les lymphocytes qui ne devraient pas être présents, les médecins, chercheurs, ont fait la découverte que dans le compartiment des lymphocytes, qui est ici les CD3+, le pointeur, je vais y arriver, qui est ici, ils vont observer qu'à la différence des polynucléaires neutrophiles, des lymphocytes B, des monocytes, on retrouve une mutation dans le gène de l'IL2RG, et bien dans la population circulante de lymphocytes T, on retrouve une correction de la mutation, c'est ce qu'on appelle un événement de réversion somatique, un événement biologique qui arrive régulièrement dans nos cellules. Et donc ça, c'est l'observation, c'est que les cellules circulantes ont effectivement corrigé la mutation au locus de l'IL2RG, ce qui explique que ce petit garçon a pu produire des lymphocytes T. Mais finalement, la découverte ici, c'est la notion d'avantage sélectif. Et c'est ça qui est extrêmement important quand on veut comprendre l'idée derrière de la thérapie génique, c'est de se dire que cet événement, par définition extrêmement rare, d'une correction, d'une réversion somatique aléatoire au niveau de locus précis, qui a survenu dans un clone peut-être, ou deux, a permis de donner une progénie de cellules immunitaires, de lymphocytes suffisantes pour s'expandre et à permettre de cet enfant de survivre au-delà de 1 an jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'a pas un système immunitaire normal, mais donc c'est l'idée que si on est capable de corriger une fraction même peut-être infime ou réduite de lymphocytes, on prend le cas de la petite patiente de 4 ans américaine traitant en 95, ou de cellules souches hématopoïétiques, eh bien on pourra donner, par cet avantage sélectif, peut-être une progénie de lymphocytes et peut-être guérir la maladie. Donc une observation médicale, une découverte aussi fondamentale et donc une idée thérapeutique, la thérapie génique ex vivo par addition de gènes. Et j'essaie de passer les diapos. Voilà.
Et donc, les premiers essais de thérapie génique sont ceux-ci, vont concerner donc le déficit immunitaire. On va voir que ça s'est expandu très largement au-delà du déficit immunitaire aujourd'hui. L'idée de prendre des cellules souches d'un patient atteint d'un déficit immunitaire qui n'aurait pas de donneur dans sa fratrie notamment ou dans des fichiers pour une greffe de moelle. Donc, à une époque, on ne savait pas faire des greffes à haut risque avec un parent, par exemple, haploïdentique, à moitié identique. Et donc, de corriger une fraction peut-être réduite de cellules souches ex vivo en apportant une copie du gène, on verra comment, mais en utilisant des rétrovirus en pratique, de réinfuser ces cellules corrigées, en tout cas une fraction d'entre elles, chez le patient et de donner une progénie de lymphocytés. Le principe est celui-ci, d'utiliser des vecteurs qui sont donc des rétrovirus, puis on verra après d'autres types de rétrovirus qu'on appelle des lentivirus, qu'on va charger avec un vecteur qui est donc en fait une copie du gène sain, qui va donc être transformé une cellule souche, une cellule cible, incorporer cette fraction de gène au niveau de l'ADN germinal, permettant la production du gène manquant. Et donc on est dans la stratégie, et c'est important pour la suite, d'addition de gènes. C'est la stratégie de thérapie génique ex vivo par addition de gènes. Et donc il va y avoir ces premiers, voici un résumé encore du protocole, avec un enfant ici, chez lequel on fait un diagnostic qui n'est pas éligible à une greffe de moelle avec un donneur HLA compatible, chez lequel on va donc prélever des cellules souches, transformer des cellules souches à l'aide de gamma-rétrovirus, réinfuser les cellules souches et obtenir, on l'espère, donc une thymopoïèse efficace et une restauration du système immunitaire. Les premiers essais qui donc ont été faits chez ces patients montrent qu'effectivement, à une époque, encore une fois, où ces enfants n'avaient pas d'autre solution thérapeutique, une solution thérapeutique avec une restauration, avec une survie de ces patients qui est bonne, avec, on le sait maintenant, 20 ans plus tard, avec un recul sur certains de ces patients, certes effectivement une survie, et on n'a pas le temps d'entrer dans ce détail, mais néanmoins quelques complications à long terme de ce type de stratégie thérapeutique. On va corriger certes l'immunité cellulaire chez ces patients, mais chez qui on ne va pas corriger strictement tout le système immunitaire, en tout cas permettant une survie à long terme de plusieurs de ces patients. Des premières constatations au-delà de ces premiers essais thérapeutiques, c'est que quelques patients, je fais une aparté, qui ont reçu ce type, et c'est important pour la suite, de stratégie thérapeutique où on va donc transformer des cellules souches par des rétrovirus qui vont aller incorporer du matériel génétique au niveau de l'ADN germinal, de la survenue chez quelques patients de leucémie secondaire, avec effectivement la constatation d'un lien de causalité entre l'insertion de ce matériel génétique au niveau de certains proto-oncogènes qui vont aboutir mécanistiquement à ces leucémies secondaires, et donc un événement notable, indésirable, on peut l'appeler au minimum indésirable, de ce type de stratégie par addition de gènes et donc de toxicité génique de ces stratégies. Elles ne concernent pas tous les malades, elles ont permis de faire survivre des patients à une époque où on n'avait pas de solution pour eux, mais néanmoins quand même, dès le départ, l'idée qu'il va falloir innover aussi pour réduire la toxicité de ces stratégies thérapeutiques dans ces maladies-là. Nouvel essai avec nouvelle stratégie de vecteurs, on ne va pas rentrer dans des détails, mais beaucoup d'innovations dans les vecteurs utilisés pour les rendre plus sécurisés, pour limiter ce risque de génotoxicité et d'oncogénèse. Un moment maintenant pour parler de l'évolution qu'il y a eu aussi sur les vecteurs, avec aujourd'hui différents types de vecteurs. Il y a de l'innovation aussi dans ce champ-là de stratégie pour délivrer du matériel génétique au niveau des cellules cibles. On a à gauche aussi l'évolution maintenant de ce qu'on appelle des adénovirus, donc des AAV, qui sont en fait des virus qui vont permettre encore une fois d'encapsuler du matériel génétique qu'on utilise pour transformer des cellules cibles. L'intérêt de ces adénovirus, c'est qu'on les connaît bien, qu'ils sont biocompatibles et qui peuvent permettre, en fonction des sérotypes d'adénovirus, d'aller cibler des cellules particulières. Ça peut être des cellules de la rétine, des cellules du cerveau, des cellules du muscle, des cellules hématopoïétiques plus difficilement. Et donc, ces stratégies utilisant des adénovirus ont eu un essor très important dans des stratégies. On va pouvoir maintenant aller corriger des cellules cibles en utilisant le tropisme de ces adénovirus in vivo dans des maladies de l'œil, dans des maladies métaboliques, dans des maladies hépatiques. Et puis, vous avez deux types de vecteurs dont j'ai parlé ici, qui sont de la gamme des rétrovirus, à droite, dont on a parlé ensemble, qui, eux, vont aller cibler la cellule souche, permettre d'incorporer du matériel génétique au niveau de l'ADN. La différence entre ces deux types de vecteurs, c'est que du côté gauche des adénovirus, on peut les utiliser in vivo dans des stratégies in vivo, par le tropisme qu'ont ces sérotypes d'adénovirus pour certaines cellules cibles,
L'autre chose, c'est que le matériel génétique qui va être délivré par l'adénovirus ne va pas s'incorporer au niveau de l'ADN, il va persister sous forme épisomale, et donc ça aboutit aussi à moins de génotoxicité de ces adénovirus. Le corollaire néanmoins, c'est que ce matériel génétique est perdu dans les divisions cellulaires qui peuvent suivre au niveau de ces cellules. À droite, c'est la stratégie dont j'ai parlé, plus initiale, des rétrovirus, des lentivirus, qui vont pouvoir affecter des cellules, mais qui cette fois vont incorporer le matériel génétique au niveau de la cellule cible, et donc permettant aussi aux progénies de ces cellules de garder l'information génétique. Voilà 3 types de virus, de matériel, de stratégies de vecteurs utilisés aujourd'hui. Les gamma-rétrovirus initiaux qui ont l'avantage d'intégrer du matériel génétique et de donner donc, à la progénie cellule l'information génétique, qui ont quand même comme effet secondaire ou corollaire biologique en bas un haut risque d'insertion problématique au niveau de l'ADN germinal, avec ces cas de leucémie secondaire dont on a parlé. De l'évolution au niveau donc, de ces rétrovirus avec la génération de ces lentivirus qui ont un avantage par rapport aux rétrovirus, c'est d'infecter des cellules qui ne sont pas forcément en division. Ça, c'est assez important dans certaines applications médicales et qui ont un moindre risque d'événements secondaires, de génotoxicité secondaire. Et enfin, les adénovirus qui peuvent infecter des cellules en cycle ou qui ne se divisent pas, qui ne vont pas insérer le matériel au niveau de l'ADN et qui ont aussi d'autres avantages, comme par exemple de produire des hauts niveaux de protéines. Ça peut être utilisé par exemple dans des maladies métaboliques notamment. Ça, c'était une aparté sur les stratégies in vivo. Je voulais juste vous parler quand même de ces stratégies in vivo avec des adénovirus, avec beaucoup d'essais cliniques en cours, pas forcément des centaines de milliers de patients, mais beaucoup d'essais thérapeutiques en cours dans des maladies ophtalmologiques, des maladies neurologiques, des maladies métaboliques, où on va aller donc in vivo utiliser ces adénovirus pour cibler des cellules cibles particulières en utilisant des adénovirus de sérotypes particuliers pour délivrer du matériel génétique où on veut au niveau de certaines maladies qui vont toucher l'œil, etc., la neurologie, la métabo. Si on revient à nos cellules souches, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on a donc parlé de cette stratégie qui est encore une fois résumée là, ex vivo, parce qu'on ne sait pas encore, et c'est un domaine très dynamique d'innovation, de recherche, on ne sait pas encore aller adresser du matériel génétique in vivo à une cellule souche, mais beaucoup de gens essaient de travailler là-dessus, ce serait quand même quelque chose de transformant. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est prendre les cellules souches ex vivo, les transformer au moyen de rétrovirus, apporter une copie de gène, addition génique, et les réinfuser aux patients. Une espèce d'overview quand même de ces essais de thérapie génique ex vivo à partir de cellules souches, qui concerne donc de nombreux essais thérapeutiques passés et actuels, avec les déficits immunitaires, qui historiquement et encore aujourd'hui sont des indications de ces stratégies thérapeutiques, là, par addition de gènes, mais pas uniquement, des maladies métaboliques, on en parlera dans les exemples d'applications, les hémoglobinopathies, évidemment, avec des stratégies d'addition de gènes que vous connaissez probablement, et plus rarement des maladies de bone marrow failure, qui représentent un pourcentage plus faible. Les stratégies technologiques qui sont utilisées pour ces types d'essais sont principalement maintenant ces vecteurs lentiviraux qui font partie de la classe des rétrovirus, mais qui permettent donc de diminuer le risque, encore une fois, de génotoxicité. Un mot important sur ces stratégies-là. L'idée de prendre des cellules souches ex vivo chez un patient, de les transformer avec une efficacité qui reste importante, mais qui reste faite par rapport au pool de cellules que vous avez exportées, de les réinfuser aux malades dans l'idée de corriger une maladie. Ce qui est important de comprendre, c'est que ici, dans cette stratégie-là, quand vous allez réinfuser vos cellules, vous n'avez pas de 100% de vos cellules qui sont corrigées. Vous allez avoir une fraction variable de cellules qui vont effectivement incorporer l'information, qui vont être corrigées, que vous allez réinfuser au patient. Et quand on pense à la cellule souche et quand on pense à ces stratégies-là, eh bien, il va falloir aussi penser à la maladie dont on parle et aux propriétés cellulaires des cellules que vous allez corriger. En pratique, ce qu'on va vouloir obtenir, et on repense au premier essai, c'est qu'on ait in fine chez le patient, dans les cellules circulantes, un pourcentage important de cellules corrigées. Quand on parle au SCID qui est en haut ici, le SCID X1, on sait, et c'est l'avantage sélectif dont j'ai parlé, qu'un faible pourcentage de cellules corrigées va permettre une expansion de lymphocytes T, puisqu'ils vont avoir un avantage sélectif par rapport aux cellules non corrigées en périphérie, et on n'a pas nécessairement besoin, et c'est un débat actuel, on n'a pas nécessairement besoin de faire une chimiothérapie importante aux patients pour une prise importante de cellules souches corrigées au niveau de la moelle.
Quand on descend dans les indications plus bas et quand on parle par exemple de maladies du polynucléaire neutrophile comme la granulomatose chronique ou quand on parle par exemple de maladies du globule rouge comme les hémoglobinopathies, on a un raisonnement qui est quasiment inverse, où il va être absolument très important, puisque l'avantage sélectif des cellules souches corrigées n'est pas aussi vrai que pour les déficits immunitaires dont les SCID. On va avoir une importance et un rationnel important pour avoir une prise importante de ces cellules corrigées chez l'hôte, chez le patient, ce qui va nécessiter de conditionner les patients avec de la chimiothérapie pour favoriser la prise au maximum de cellules corrigées. Donc ça, c'est important, c'est le concept d'avantage sélectif, de propriété cellulaire des cellules que vous voulez corriger chez le patient. Je vais parler maintenant d'exemples de la thérapie génique par addition de gènes, encore une fois, utilisant ces rétrovirus. Un exemple ici du déficit immunitaire dont j'ai parlé chez la petite fille en 1995, le SCID par déficit enzymatique ADA, avec cet essai thérapeutique ici, 50 patients entre les États-Unis et l'Europe, le Royaume-Uni, avec, vous voyez, des résultats qui sont extrêmement bons en termes de survie globale, où effectivement des cellules souches de ces patients sont sorties du patient, transformées, réinfusées au malade, avec ici une survie, quand on regarde la survie, et la survie sans événement, qui est absolument excellente. Et puis, ce qui est important quand on parle de thérapie génique dans ces maladies-là, c'est de regarder les résultats de la greffe. On en a parlé dans le topo d'avant pour ceux qui étaient là, notamment, des progrès de la greffe de moelle. Et ça, c'est ici une autre publication qui vous montre les progrès de la greffe de moelle osseuse allogénique dans la même maladie qu'est le SCID par déficit en adénosine désaminase. Et on compare deux périodes, avant 2007 et après 2007, et on voit effectivement que les résultats sont aussi extrêmement bons de la greffe de moelle dans cette indication. Et donc, c'est important, quand on parle de ces thérapies géniques, des cellules souches ex vivo par addition de gènes, de comprendre aussi qu'en parallèle de l'innovation et de l'idée initiale dans les années 90-2000, chez des patients chez qui on n'avait pas d'autres ressources thérapeutiques, de penser que la greffe de moelle a aussi extrêmement progressé dans le management, dans le type de conditionnement, dans la gestion des effets secondaires, de la GVH, des problèmes infectieux, avec des résultats aujourd'hui qui permettent, ça a été discuté avant, à des médecins de faire des greffes parfois plus à risque, parfois même préemptives à certains patients. Et donc, quid de l'indication de ces thérapeutiques, de ces thérapies géniques ex vivo de la cellule souche par rapport au progrès de la greffe de moelle? Ça, c'est un sujet très dynamique qui n'est pas résolu, mais c'est important quand même de montrer les résultats de la greffe qui sont excellents aussi dans ces pathologies. Un autre exemple de thérapie génique ex vivo par addition de gènes, et dans cette diapo, on va mélanger différents types d'approches, qui sont les hémoglobinopathies, la drépanocytose ou les bêta-thalassémies, qui sont des maladies, comme vous le savez, on a soit des mutations qui vont aboutir à une chaîne bêta de l'hémoglobine dans la drépanocytose qui est non fonctionnelle, dysfonctionnelle, soit une absence de production de chaîne bêta dans la thalassémie. Avec ici des stratégies thérapeutiques très nombreuses pour essayer de corriger ces maladies, sans parler de greffe de moelle par thérapie génique, avec ici au centre la stratégie par addition de gènes qui a été essayée. On va corriger par l'antivirus en apportant une nouvelle chaîne, encore une fois addition de gènes bêta avec certaines propriétés biologiques, avec beaucoup d'ingénierie qui a été faite ici. On va apporter des chaînes bêta de l'hémoglobine qui vont par exemple avoir des propriétés anti-cycling, c'est-à-dire qui vont permettre de limiter la fasciformation. Ça a été essayé chez plusieurs patients. Et puis on va en parler dans la deuxième partie de ce topo, d'autres stratégies en haut et en bas, où on va utiliser d'autres stratégies, d'autres approches pour non pas apporter une copie du gène là où il y avait défaut, mais pour essayer de corriger ou moduler l'expression de la chaîne manquante. C'est ce qu'on appelle la correction génique, on va en parler après, où vous le verrez ici dans un travail qui a été récemment publié de restauration de la chaîne de l'hémoglobine fœtale chez les patients. Une autre application de la thérapie génique par addition de gènes, on reste là-dedans, ce sont les maladies métaboliques, on n'a pas du déficit immunitaire, les SCID, on vient de parler des hémoglobinopathies. Il y a aussi les maladies métaboliques qui sont aussi des champs d'application de ces thérapeutiques-là, avec ici la maladie de Hurler, qui est une maladie métabolique lysosomale récessive, avec, vous le voyez, une composante hématologique en fait qui n'est pas majeure au niveau du phénotype, mais une composante extra-hématologique, et un rationnel pour penser que les cellules souches corrigées pourraient effectivement apporter un gain pour ces patients, avec, vous le voyez en bas, les succès de l'enzymothérapie et de la greffe de moelle qui est supérieure à l'enzymothérapie substitutive pour effectivement apporter un gain de survie en utilisant la cellule souche comme producteur d'enzymes et corriger finalement une partie du phénotype. Et donc,
ici un rationnel pour la thérapie génique de cellules souches, avec l'idée aussi d'apporter des cellules souches qui vont produire des niveaux supraphysiologiques d'enzymes chez ces patients. Et une publication ici assez récente, 2021, encore une fois, c'est des choses pour la plupart assez récentes, qui montrent effectivement les succès de cette approche de la thérapie génique, y compris, on le sait, pour les manifestations musculo-squelettiques chez ces patients, quand c'est fait effectivement très précocement, en limitant le risque de déformation ou d'impotence fonctionnelle chez ces malades. Donc 3 champs d'application de la thérapie génique par addition de gènes par l'antivirus dans la cellule souche, le déficit immunitaire, les hémoglobinopathies et ici les maladies métaboliques. Et puis, on vient de parler de l'observation médicale, de l'avantage sélectif et donc de cette idée de la thérapie génique par addition de gènes. Il y a cette publication en 2012 qui va donner le prix Nobel d'ailleurs à ces 2 autrices qui sont Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier ici, de la découverte biologique cette fois dans des bactéries d'un système qu'on appelle CRISPR-Cas9, que vous connaissez, qui est un système présent chez les bactéries, qui fait partie de leur système immunitaire et qui permet à des bactéries de se défendre contre des phages, des infections virales. Et dans cette publication, on a 2 choses, et c'est souligné ici en rouge. On a d'abord une découverte biologique d'un système immunitaire chez la bactérie antivirale, mais on a aussi l'idée, et c'est ce qui est souligné en bas, qu'on peut détourner ce système, qu'on peut travailler sur ce système pour créer en ingénierie un système permettant d'aller effectivement cibler une partie du génome de manière très spécifique et d'aller couper à un endroit de l'ADN spécifiquement. Et donc, les auteurs de ce papier évoquent déjà le détournement de cette découverte biologique à des vertus thérapeutiques pour aller maintenant être capable d'aller où l'on veut au niveau du génome, pour être capable de couper l'ADN double brin, ce qui n'est pas exactement ce qu'on veut faire quand on veut corriger une maladie, mais éventuellement même d'incorporer une copie sauvage du gène, de corriger un fragment génétique d'ADN en apportant un template, c'est-à-dire un fragment d'ADN sain au même niveau. On est en 2012, c'est il y a 11 ans, et depuis cette découverte, énormément de choses, de dynamisme et d'innovation pour essayer effectivement de détourner ce système à des vertus thérapeutiques. Et donc on a à gauche ce qu'on appelle l'addition de gènes dont j'ai parlé là depuis tout à l'heure, j'espère que je suis dans les temps, introduction d'une copie de gène pour remplacer des gènes non fonctionnels et apporter parfois une nouvelle fonction. Je parle par exemple des maladies métaboliques où on va induire une expression supraphysiologique d'enzymes. Et on a abouti ici à un nouveau champ d'application qu'on appelle l'editing du génome, où il ne s'agit pas cette fois d'apporter une copie du gène, mais d'aller corriger au locus une mutation ou un ensemble de mutations, en étant capable d'aller spécifiquement, chirurgicalement, à l'endroit désiré, couper l'ADN et éventuellement apporter une copie d'ADN sain qui va être incorporée au niveau du locus désiré. Et on voit très bien l'impact de ce type d'approche, puisqu'on sort potentiellement de la génotoxicité. Vous vous souvenez des leucémies secondaires dont j'ai parlé, où on va aller insérer des fragments génétiques à des régions, non pas aléatoires, mais enfin néanmoins moins maîtrisées. Et il y a quand même des problématiques liées à cette stratégie d'editing. Mais enfin, en tout cas, un nouveau champ d'application potentiel avec ces technologies-là. Vous avez ici CRISPR-Cas9 qui est schématisé à gauche, qui est en fait le couplage d'une endonucléase, donc qui est une protéine capable de couper l'ADN double brin, qui est couplée à une sonde d'ARN qui est capable, entre 15 et 20 nucléotides, d'aller effectivement où l'on souhaite, de manière spécifique au niveau du génome. Le génome, c'est 3,2 milliards d'enchaînements de nucléotides, le génome humain, en prenant introns et exons, et entre 15 et 20 nucléotides donc sur une sonde, vous êtes capable d'être quasiment spécifique à l'endroit où vous voulez aller. Et là, encore une fois, couplé à cette endonucléase, vous pouvez donc aller où vous voulez et couper l'ADN double brin. Donc les applications, je vous ai parlé à gauche de ce que vous avez vu déjà, on a vu ensemble, c'est-à-dire la stratégie d'addition de gènes. On va utiliser un vecteur, apporter une copie d'un fragment génétique et par la biologie de l'antivirus intégrer cette nouvelle copie de gène où l'on souhaite, pas où on souhaite, mais au niveau de l'ADN germinal. Et vous avez maintenant une autre stratégie qui vise à aller quelque part au niveau du génome, couper l'ADN double brin et de fournir ici en bleu ce qu'on appelle un template d'ADN sain, et l'idée peut être de corriger in situ la cellule mutée. Et puis, il y a cette publication, et c'est la première publication d'un médicament CRISPR-Cas9 chez l'humain, efficace, donc publication d'il y a 2 ans, de cette patiente Victoria Gray, dont je vais vous montrer la photo après, qui est une patiente donc drépanocytaire, avec cette stratégie ici CRISPR-Cas9 qui est utilisée, où cette patiente va donc avoir ses cellules souches
drépanocytaires sortis donc en ex vivo, qui vont être transformés avec un vecteur qui va apporter effectivement un outil CRISPR-Cas9, non pas pour corriger le gène de la bêta-globine, mais pour aller détruire BCL11A, qui est un facteur de transcription répresseur de l'hémoglobine fœtale. Donc l'idée ici, c'est de faire de l'inactivation de gènes, ce qui avait été bien montré dans le premier papier en 2012, où vous allez couper l'ADN double brin, et la machinerie cellulaire, en tentant de réparer, va faire des erreurs, et ce qui va aboutir à une disruption génique. Et donc c'est une stratégie de correction, mais en faisant une disruption génique d'un facteur de transcription qui est là pour inhiber l'hémoglobine fœtale, permettant ici donc une restauration d'hémoglobine fœtale quand on va donc corriger la maladie, avec une efficacité chez cette patiente, et donc vous voyez une correction du chiffre d'hémoglobine chez cette patiente, avec en parallèle une expansion de l'hémoglobine fœtale quelques semaines, quelques mois après l'infusion de ces cellules corrigées par CRISPR-Cas9. C'est un médicament qui a été approuvé officiellement aux États-Unis par la FDA et qu'on va probablement utiliser en Europe aussi. Et ça, c'est un autre sujet. Enfin, voilà le premier exemple d'une maladie traitée par ces technologies CRISPR-Cas9, mais ici pas pour corriger, encore une fois pour détruire, pour inactiver un gène. Corriger une copie de gène est probablement plus difficile, et c'est ici une overview des autres succès de thérapie génique ou des essais qui sont utilisés avec des stratégies in vivo utilisant des adénovirus dont j'ai pu parler qui sont en bleu, ou ex vivo utilisant en majorité des rétrovirus, des lentivirus, et peut-être maintenant, en tout cas pour la drépano, cette molécule CRISPR-Cas9. Alors, en conclusion, ce sont des médecines innovantes, prometteuses pour de nombreuses maladies génétiques. C'est un enjeu majeur, oui, en termes de coût et d'accès et d'équité. Ce produit, notamment, dont on n'a pas CRISPR-Cas9, je ne veux pas me tromper, mais c'est un produit qui a plusieurs millions d'euros par patient, ce qui pose des questions d'équité, de santé publique, d'accès aux soins pour ces thérapeutiques innovantes. C'est un domaine extrêmement dynamique d'innovation, que ce soit dans la recherche sur le mode de délivrance des vecteurs, que ce soit dans la stratégie de limiter la génotoxicité, que ce soit dans l'innovation pour essayer peut-être un jour, on l'espère, de cibler la cellule souche in vivo, ce qui n'est pas du tout pour demain, mais un domaine d'innovation très rapide. Et puis effectivement, je le disais, un enjeu très important d'accès aux soins à ces thérapies innovantes, très coûteuses et difficiles. Les perspectives, j'en dis un mot parce que c'est important. Je vous ai parlé de ces CRISPR-Cas9 nucléases. Je suis dans les temps ou j'ai déjà dépassé 2 minutes. Ben, c'est bon. Les perspectives, vous avez en haut CRISPR-Cas9. Encore une fois, on repense à BCL11A, efficace quand on veut aller inactiver un gène, détruire par coupure de l'ADN double brin. Ça marche bien. Maintenant, pour corriger, c'est-à-dire pour aller couper quelque part et insérer un fragment d'ADN in-frame, ça veut dire sans toxicité génique au niveau du gène, plus difficile. Et il y a donc d'autres innovations qui sont apparues, qu'on appelle les base editors, les prime editors. C'est des technologies qui ont 4 à 5 ans pour le base editor, c'est 2019, et je crois que c'est 2021 pour les prime editors, où là, l'idée, c'est d'utiliser des mutants de la Cas9 pour ne pas cette fois casser l'ADN double brin, mais casser l'ADN simple brin, et limiter la génotoxicité pour être capable, avec les base editors, de substituer un nucléotide pour un autre. C'est ce qu'on appelle des base editors, ce sont des déaminases, ce sont des enzymes qui vont être capables de changer un nucléotide pour un autre. Les prime editors, c'est encore plus innovant, c'est l'idée de coupler une Cas9 à une reverse transcriptase et à un fragment d'ARN capable ensuite d'insérer au locus, sans génotoxicité, une copie entre 15 et 20 nucléotides, et de la part d'autres innovations pour essayer de corriger des plus larges fragments sans casser l'ADN double brin. Et je vous montre des exemples d'applications ici, dans notamment les hémoglobinopathies, que ce soit ici une étude française de base editor dans les bêta-thalassémies ou de prime editing dans la drépanocytose, avec beaucoup d'innovations et un premier essai qui démarre aux États-Unis avec un base editor dans la drépano. Ici aussi, une autre application, et ce sera terminé, des base editing dans une maladie neurologique que je ne connais pas autre que son nom, qui est la myotrophie musculaire spinale, où l'idée ici, et c'est des études murines, est de corriger au niveau du tissu cérébral, chez des modèles murins de la maladie, la mutation récurrente par un base editor au niveau du cerveau, avec, dans ce papier ici, effectivement, une restauration du phénotype chez ces souris. Et voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Romain pour cette remarquable revue. On a le temps pour une ou deux questions rapides parce qu'il faut qu'on libère la salle pour 12h30. Merci professeur. Merci pour la belle présentation. J'ai une petite question par rapport à la stratégie de gene editing dans la drépanocytose avec la cassure double brin pour inhiber la synthèse de l'hémoglobine S et promouvoir l'hémoglobine fœtale. Apparemment, c'est le même mécanisme dans la prise d'hydroxyurée, professeur. Est-ce qu'on peut se permettre de faire une petite balance ou bien une petite comparaison? C'est une question, s'il vous plaît. Merci. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la drépano. Je dois avouer que j'en ai pas beaucoup vu de drépano. On fait beaucoup de déficits immunitaires. Donc, je n'ai pas moi-même de patients traités par hydroxyurée où j'ai ces observations-là. Mais je ne sais pas si l'hydroxyurée restaure une partie de l'hémoglobine fétale. Non, ça permet de faire remonter l'hémoglobine fétale, effectivement. Mais on remonte souvent à des taux qui vont entre 15 et 20% quand il y a une bonne prise du médicament et que le patient est sensible. Alors que là, dans l'essai dont faisait mention Romain, on arrive chez le drépanocytaire à des taux de 45-50% d'hémoglobine fœtale. Chez le bêta-thalassémique, c'est 90-95% d'hémoglobine fœtale. Donc on n'est pas du tout dans le même niveau d'efficacité.